On va prendre la direction des États-Unis tout de suite. À moins d'une demi-heure de l'ouverture, c'est Grégory Volokin qui est avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, quelle est la tendance chez vous ce matin là pour redémarrer cette semaine à Wall Street? Comme les jours précédents, on vous suit, on suit un peu les traces des négociations sur la Grèce, sauf qu'on le fait d'une façon relativement raisonnable, pas d'enthousiasme, 0,7% de hausse sur les futurs en ce moment, c'est à mes yeux tout ce que ça mérite. Bon, on parlait de la consolidation dans les télécoms en France et en Europe. Il y a de l'actualité M&A, comme on dit, fusion et acquisition chez vous, avec deux deals qui sont pas bouclés. Hein. C'est des offres qui ont été mises sur la table. A priori, les proies sont un petit peu réticentes à ce stade. Réticentes, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elles ont même refusé les offres. Alors, dans le premier cas, c'est dans le secteur de la santé, des assurances santé, des HMO. C'est Anthem qui veut racheter Cigna. Ça ferait le premier acteur dans ce secteur aux États-Unis. On en parlera sûrement plus tard. Et dans l'énergie, c'est Enterprise Partners qui veut racheter Williams. Et là, ça créerait un géant dans les pipelines, parce que par exemple Enterprise Partners en ce moment, si on mettait bout à bout tous leurs pipelines, ils feraient 3 fois le tour de la Terre. Donc là on parle vraiment de très très gros acteurs dans ces deux secteurs. Bon, et des deals, enfin des offres là qui sont entre 40 et 50 milliards de dollars, donc on est quand même sur des montants conséquents. On reparlera de tout ça effectivement juste après l'ouverture. On vous retrouvera Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. 15h08, on poursuit ce journal avec vous Aurélie Planex et le dossier Payroll BPCE. Oui. Bon, les marchés qui sont en mode espoir. Hein. On a retrouvé de l'espoir dans le dossier grec. Les déclarations des dirigeants politiques sont plutôt positives à la sortie d'un Eurogroupe qui se tenait en début d'après-midi. Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, estime notamment que les propositions faites par Athènes, il y a des propositions tangibles sur la TVA, sur les taxes, sur les pensions, que ces propositions ouvrent la voie à un accord cette semaine. Il y a encore de nombreux obstacles derrière. Il faudra notamment que cet accord soit validé par le Parlement grec et ce ne sera pas la moindre des choses. Mais en tout cas, on a le sentiment que ça avance et le CAC 40 bondit de 3% cet après-midi. On gagne 150 points, 4965 points. La bourse d'Athènes là, qui s'envole de plus de 7% désormais. Et puis l'Eurostock 50 dans son ensemble, les 50 grandes valeurs de la zone euro qui prend plus de 3%. Le secteur bancaire est bien orienté en Europe. L'Eurostoxx Banque, donc l'indice des banques de la zone euro, gagne plus de 3,5%. Et puis autre secteur très bien orienté et tout particulièrement à Paris, le secteur des télécoms, bien sûr, avec l'offre d'Altis, la maison mère Numéricable SFR, la holding de Patrick Drahi, qui est cette offre donc de 10 milliards d'euros pour récupérer, racheter Bouygues Télécom. Le conseil de Bouygues se réunit demain pour examiner cette proposition. Patrick Drahi lui rencontrera demain après-midi les autorités politiques, Emmanuel Macron en l'occurrence. Le secteur donc porté par cette nouvelle, Bouygues en tête du CAC, plus 13% à 38 euros. On a Orange qui gagne 7,5% autour de 15 euros. Et puis Iliad, alors lui aussi partie prenante de ce deal s'il devait aboutir, puisque c'est Iliad, la maison mère de Free, qui serait naturellement acheteur, on va dire, du réseau de Bouygues Télécom, puisqu'il y aura forcément des cessions d'actifs. Et d'ailleurs, Iliad confirme être en négociation avec Patrick Drahi sur cette proposition. Donc Iliad gagne plus de 12% cet après-midi. Et puis Altis, qui est donc la holding de contrôle de Numéricable SFR, Altis gagne près de 14%, Numéricable SFR prend 14% également cet après-midi. L'euro-dollar, on est autour de 1,14, 1,1371. Et les marchés américains bien orientés après un peu plus d'un quart d'heure de séance. On gagne 0,6% sur le Dow Jones, 0,6% sur le Nasdaq Composite. On va tout de suite prendre à nouveau la direction de New York pour faire un point sur Wall Street. Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services. On a environ 20 minutes de séance derrière nous à Wall Street, Grégory. Plutôt bien orienté. Alors vous nous le disiez tout à l'heure, évidemment, le dossier grec n'est pas neutre sur les actions américaines. Ça reste malgré tout un dossier lointain. Il y a moins d'émotion, on va dire, évidemment, pour le trader ou le financier qui est à New York que pour celui qui est à Paris, voire à Londres. Absolument, et je veux vous dire que en fait l'émotion d'un trader est purement liée à l'argent qu'il met sur les marchés et l'argent que les Américains ont mis sur les marchés grecs. Alors c'est très facile. Il y a pour le moment 5,7 milliards de dollars
investi dans l'indice d'Athènes. Alors 5,7 milliards de dollars, ça correspond à la capitalisation de Dunkin' Donuts, le fabricant de donuts aux États-Unis. Donc c'est pour vous montrer à quel point, disons, le marché grec en soi n'est pas important pour les Américains, ni pour les traders, ni pour leurs sentiments. Par contre, c'est vrai que avoir un accident en Europe, ça c'est quelque chose qui aurait pesé et qui a pesé quand même sur le moral la semaine dernière. Bon, alors en attendant, on se focalise sur le business du jour à New York avec 2 opérations de fusion-acquisition, en tout cas 2 offres de rachat qui n'ont pas abouti à ce stade. On a l'impression que les négociations peut-être au fur et à mesure deviennent de plus en plus compliquées là dans ces grands deals et ces grandes fusions-acquisitions. On est sur 2 secteurs très différents, l'assurance santé d'une part et puis les pipelines de l'autre. Oui, je regardais un peu la petite histoire. Pourquoi ces négociations n'aboutissent pas? Alors, par exemple, dans le cas de Anthem qui veut racheter Cigna, c'est la 4e fois qu'ils font une offre pour Cigna. Ils ne montent pas le prix, c'est toujours le même prix. Et en plus, par exemple, le CEO d'Anthem réclame tous les postes. Alors, il veut être non seulement le président, le directeur, le CEO et responsable de l'intégration. Alors, évidemment, c'est pas très amical et ça pousse la compagnie Cigna à dire, écoutez, nous, on veut pas être pris d'assaut de cette façon-là, et puis il y a des risques évidemment antitrust. Dans le cas de Williams, qui est une compagnie donc de pipeline, c'est un tout petit peu différent. Eux, ils estiment tout simplement que le prix proposé par Enterprise Partners n'est pas suffisant et ils disent écoutez, votre offre nous intéresse pas, mais par contre on va étudier si on va mettre notre compagnie en vente au plus offrant. Donc ça ne fait que continuer chaque semaine. Je pense que dans l'ambiance actuelle, il y aura d'autres deals et les secteurs qu'on peut désigner du doigt sont vraiment assez simples. D'un côté la santé, de l'autre côté l'énergie et puis aussi évidemment la technologie. Ouais. Bon, juste un mot sur la santé parce qu'on est très habitué aux deals qui concernent les pharma, c'est-à-dire les produits, les médicaments, les biotech. Là, on est dans l'assurance santé, donc ça reste dans l'univers de la santé. Enfin, est-ce qu'il y a un sujet particulier aux États-Unis avec notamment la mise en place d'Obamacare? Là, est-ce que c'est cette volonté de consolidation dans l'assurance santé, est-ce que c'est une des conséquences de la loi Obamacare là? Oui, c'est loin d'être un hasard. Depuis que Obamacare est rentré en fonction, si je puis dire, il y a eu plus de 10 millions d'Américains qui sont devenus assurés. Ça a aussi poussé toutes les compagnies d'assurance à prendre comme patients des gens qui avaient déjà des conditions médicales préalables, ce qui fait que pour une compagnie d'assurance actuellement, il faut absolument qu'elle s'agrandisse au maximum pour pouvoir limiter cette baisse des marges potentielles d'avoir beaucoup de nouveaux patients qui sont malades. Donc ça c'est une chose et ça amène un peu ces compagnies d'assurance à se rapprocher. Il y en a 5 actuellement aux États-Unis, ces grandes HMO. On peut imaginer que d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus que 3. Sauf que, puisqu'elles sont toutes en train d'essayer de se manger les unes les autres ou de se racheter entre elles, c'est extrêmement difficile de faire un pari. En tout cas, dans ce cas-là, ça n'a pas l'air d'aller très loin. Mais on parle aussi, par exemple, de United Healthcare pour Humana ou pour Cigna. Donc, c'est une des conséquences vraiment de Obamacare. Je dirais pas que c'est une conséquence négative. Car en fait, ces grandes compagnies d'assurance, si elles se réunissent, auront un poids suffisant pour négocier des bons tarifs, des bonnes conditions. Par exemple, d'un côté, avec les fabricants de médicaments, vous savez qu'il y a cette grande controverse aux États-Unis sur ces médicaments qui coûtent jusqu'à $200,000 de traitement par année. Et puis de l'autre côté aussi, négocier des tarifs favorables pour les séjours hospitaliers. Bon, et puis dans l'actualité aussi, là, deux petits éléments d'ambiance, on va dire, là, 2 éléments de tendance dans le secteur de la tech au sens large. Déjà, on a Facebook là qui est en train de passer devant YouTube en termes de support publicitaire. Donc là, j'imagine, c'est une tendance qui était déjà imprimée, mais les courbes sont en train de se croiser là. Oui, et je dirais que ça aura un effet très bénéfique, certainement financièrement, pour Facebook, hein, d'autant plus que toute cette publicité va sur le portable. Je dirais pas que ça a un effet particulièrement grave pour Google, parce que Google, dans leurs activités, Facebook n'est qu'un tout petit détail, je dirais. Ils ont tellement d'autres activités extrêmement rentables que leur développement ne passe pas par un Facebook. Mais en tout cas, oui, c'est un développement qui est, je dirais, important, en tout cas pour Facebook. Bon, Facebook donc qui dépasse YouTube en termes de support publicitaire. Puis alors on pensait Apple tout puissant face aux artistes. Semble-t-il que Taylor Swift, l'une des stars du moment, arrive à faire plier la firme de Cupertino.
Oui, et je pense, entre guillemets, c'est bien fait. C'est-à-dire que Apple a essayé de profiter de sa force et de son pouvoir pour tout simplement, en offrant pendant un mois l'accès gratuit à leur nouveau service de streaming online, ne pas payer les artistes. Alors ça, c'est du jamais vu, et c'est tout à fait normal que les artistes soient mécontents. Je dirais par contre, ce qui est aussi du jamais vu, c'est qu'il a suffi que une de ces artistes, peut-être une des plus connues, exprime non seulement son mécontentement, mais disent bon, écoutez, si c'est comme ça, on va pas passer ma musique sur Apple. Pour qu'Apple cède directement, ça a duré 24 heures et Apple a tweeté qu'en fait, oui, ils allaient payer ces artistes même pendant cette période d'essai gratuit. Ça veut dire quand même qu'ils avaient, ils avaient le sentiment quand même qu'ils étaient un peu borderline, là. Enfin que c'était pas très fair en tout cas, s'ils ont cédé très vite. Hein. Oui, c'est certain. Et puis d'autant plus, pourquoi essayer de rogner quelques dollars quand on a 170 milliards de dollars en cash? On sait qu'en fait, ce que ces artistes gagnent sur du streaming est vraiment très faible. Hein. On parle là de dixièmes de cents par chanson. Donc ça va pas coûter cher à Apple, mais c'est un geste de bonne volonté. Et je pense que de la part d'une compagnie aussi grosse, aussi importante qu'Apple, de pouvoir réagir aussi rapidement face à quelque chose qui aurait pu dégénérer, c'est une très bonne politique de communication. Bonne réaction d'Apple. Et puis même, j'allais dire, c'est même rassurant de voir qu'une artiste comme Taylor Swift là, arrive à faire justement revirer à Apple sur cette décision-là. Grégory, qu'est-ce qui va faire la semaine là? Quels sont les 2-3 repères qu'il faut avoir en tête pour les marchés américains notamment qui vont évoluer cette semaine? Je dirais, en dehors du fait qu'il y aura peut-être d'autres fusions et acquisitions, on va regarder un peu de macro, puisqu'on va voir le chiffre final du premier trimestre. Il faut se souvenir que la croissance du produit national brut au premier trimestre avait été un chiffre négatif de 0,7%. Il va être revu. On pense que ça va être plus que moins 0,2, mais c'est même possible que ça soit un chiffre positif parce que ça va dépendre vraiment de la balance du commerce extérieur. Mais je dirais le chiffre le plus important, ça va être le chiffre des revenus et des dépenses du consommateur, de l'américain. C'est ce que regarde la Fed. Les salaires doivent augmenter. On attend une hausse de 0,5% de ces revenus sur le mois de mai. Mais surtout, les dépenses des consommateurs doivent augmenter. On attend une hausse de 0,7%. On ne peut pas imaginer une belle croissance aux États-Unis si le consommateur continue à économiser. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous comme chaque après-midi. Hein. Vous nous faites vivre les moments clés, les actualités clés de Wall Street. Le président de Mescart Financial Services à New York. Wall Street bien orienté après quasiment une demi-heure de séance. Le Dow Jones gagne 0,7%, tout comme le Nasdaq et le S&P 500. Mais la grosse ambiance du jour, elle est en Europe.